cours des dernières décennies du 19e siècle, naît une fée qui sera appelée à révolutionner le monde. C'est la fée électricité. Elle fait sa première grande apparition publique lors de l'exposition de Paris de 1878. Et parmi ceux qui visitent l'exposition, il y a un Montréalais francophone, Jacques Craig. Il revient chez lui émerveillé. Et quelques mois plus tard, il aide les jésuites rue Bleury à Montréal à faire le premier essai de la bougie électrique. Les cadeaux de cette fée, lumière, énergie, vitesse, qui font pâlir à vue d'œil les cadeaux de la vieille fée gaz. 20 ans après l'essai de Craig, l'électricité a conquis le cœur des Québécois et les grandes rues du Québec. L'arrivée de l'électricité ne fait pas le bonheur des compagnies qui vendent le gaz servant à éclairer les rues. Elles vont insinuer que l'éclairage électrique peut rendre aveugle. La guerre commerciale féroce prend fin quand l'électricité remporte sa première grande victoire, le tramway électrique. Leurs rails, leurs fils et étincelles électriques feront partie de notre décor urbain jusqu'aux années 1960. Il y a une autre invention qui va venir modifier profondément la vie des Québécois, c'est l'automobile. Le premier à se balader avec une auto, c'est probablement un Sherbrookeois, un de mes Foots, qui en 1886 a un véhicule et là, il se promène, il va semer la panique chez les chevaux. Il y a même des policiers qui menacent de lui donner une contravention. En 1899, à Montréal, c'est Ucald d'Endurant qui achète une Waltman. C'est une voiture à vapeur. Comme on ne connaît pas encore ce genre de nouveau véhicule, pour le laisser circuler dans les rues de Montréal, on va lui accorder un permis de cycliste. La même année, à Montréal, Henri-Émile Bourassa commence à construire les premières automobiles québécoises. Il avait profité des conseils d'un pilote d'origine suisse qu'il avait hébergé pendant 8 mois, un nommé Louis Chevrolet. Désormais, les Québécois se familiarisent avec les stations-service, les joies et petites misères de l'automobiliste, les remorqueuses et les factures de garagistes, les plaques d'immatriculation qu'il ne faut pas oublier de payer non plus, les visites chez le concessionnaire, l'équipe de vendeurs d'auto, la tentation du modèle le plus coûteux et, bien sûr, la cérémonie de bénédiction des véhicules. La popularité de l'automobile est telle que Montréal connaît son premier salon de l'automobile au mois d'avril 1906. 4 mois plus tard, l'automobile, toujours à Montréal, fait sa première victime, Antoine Toutant. En 1915, on dénombre au Québec environ 9000 automobiles de promenade. 10 ans plus tard, 75 000. L'accroissement rapide du nombre d'automobiles et d'autres véhicules, des camions, des autobus, oblige le gouvernement du Québec à améliorer les routes et à en construire de nouvelles. À la même époque, il y a au Québec 196 compagnies de téléphone. La plus importante est la compagnie Bell du Canada. Les premiers téléphonistes sont des hommes, mais assez rapidement, les femmes monopolisent ce secteur. Une autre invention merveilleuse, le gramophone entre dans la vie des Québécois et enthousiasme la jeunesse. Montréal prend un premier contact avec le cinéma le samedi 27 juin 1896. 2 Français sont arrivés ici avec un projecteur et ils présentent à un public choisi
les premiers films des Frères Lumière. Au cours des jours qui suivent, le public est invité et vraiment, il est enthousiasmé. Bientôt apparaît le premier producteur québécois, Ernest Ouimet. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une pièce de théâtre ou d'aller au cinéma peuvent quand même assister à un autre spectacle extrêmement intéressant. Les assemblées contradictoires qui ont lieu à l'occasion des élections. À ce moment-là, sur une scène, divers orateurs vont s'affronter, vont multiplier les explosions verbales et faire en sorte que la population est invitée à participer, non seulement en applaudissant, mais parfois même en se battant. On se bat peut-être encore un peu, mais grâce au scrutin secret, le temps où élection voulait dire mort d'homme n'est plus qu'un mauvais souvenir. Or, en 1899, la guerre éclate en Afrique du Sud, plus précisément au Transvaal, où on vient de trouver des mines d'or. Cette région de l'Afrique est habitée par de rudes colons d'origine hollandaise qui pratiquent l'agriculture et l'élevage. L'Angleterre convoite ces mines d'or-là. On va donc essayer de s'emparer du territoire et d'écraser les Boers. C'est la fameuse guerre des Boers. Mais il y a les anglophones du Canada qui, eux, demandent que le Canada fasse son effort de guerre. D'autre part, au Québec, les francophones s'opposent à cette guerre-là qu'on considère uniquement comme une guerre entre l'Angleterre et des gens, les Boers. D'énormes pressions politiques obligent Laurier à céder partiellement. 8000 volontaires s'embarquent pour l'Afrique du Sud. Moins de 8% d'entre eux sont du Québec. La guerre impériale coûtera au Canada 224 vies et 3 millions de dollars. Il y a un jeune député d'une trentaine d'années qui s'appelle Henri Bourassa et qui demande à Laurier s'il a tenu compte de l'opinion de la province de Québec. Et Laurier répond: Mon cher Henri, la province de Québec n'a pas d'opinion. Elle n'a que des sentiments. À leur manière, Laurier et Bourassa vont incarner les deux grandes tendances qu'on retrouve assez souvent chez plusieurs Canadiens français de la province de Québec. Être en même temps fédéraliste et nationaliste. Être rouge à Ottawa, bleu à Québec, bleu à Ottawa, rouge à Québec. Au début du 20e siècle, Wilfrid Laurier est certainement l'homme le plus populaire auprès des Canadiens français, auprès des Québécois. Mais ça n'empêche pas de perdre ses élections en 1911. C'était pas un héros. Parce qu'à ce moment-là, les vrais héros, ce sont les hommes forts. Et des hommes forts, on en a. Le plus célèbre d'entre eux, Louis Cyr, qui soulève plus de 200 livres avec son petit doigt. Au cours des premières décennies du 20e siècle, les journaux sont beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. À Montréal, par exemple, il y a The Montreal Gazette, le Herald, le Daily Witness, il y a La Presse, il y a Le Devoir, il y a Le Canadien, il y a La Patrie. À Québec, il y a Le Soleil, l'Action catholique, L'Événement, le Chronicle Télégraphe. Dans les villes, les journaux sont distribués surtout par des camelots. À la campagne, c'est le service postal qui se charge de la distribution. La poste va devenir un moyen de communication et de vente de plus en plus important, car en plus des journaux et des revues, elle apporte les catalogues des grands magasins. Au début du 20e siècle, c'est, pour bon nombre de gens de la campagne, le moyen qu'on a de prendre contact avec les nouveautés de la ville. C'est au cours de la décennie 1911-1921 que la population urbaine devient plus importante que la population rurale. En 1911, elle était de 48 % et 10 ans plus tard, elle a atteint 56 %. En 1931, l'île de Montréal comprend à elle seule 35 % de la population totale de la province de Québec.